Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la cinquième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Le hockey est définitivement de retour. Le camp du Canadien est en marche. La saison de la LHJMQ est commencée et plusieurs ligues de hockey mineurs là, ont lancé leur saison. Tout ça pour dire que c'est le temps de parler hockey. Et aujourd'hui, on va le faire avec l'une des figures les plus reconnues du paysage de hockey québécois. Mon invité du jour est Luc Gélina. Luc est journaliste à RDS, en plus d'être un auteur. Il est à la couverture des activités du Canadien et de la Ligue nationale là, depuis plusieurs années. Et en tant qu'auteur, Luc a publié 11 romans, dont la fameuse saga C'est la faute à. Plusieurs de ces romans sont devenus best-sellers, donc c'est sans aucun doute là, des romans qui ont connu beaucoup de succès. Luc Gélina, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous? Salut Charles, ça va très très bien. Merci de l'invitation. C'est bien le fun qu'on jase. Yes. On va commencer ça comme je commence les entrevues la plupart du temps là, avec les journalistes. OK. Pourquoi, dans le fond, êtes-vous devenu journaliste et qu'est-ce qui vous a mené là, vers où vous êtes aujourd'hui? Je suis assez chanceux. Ça va être facile à répondre. Parce que même si ça fait longtemps, c'est frais dans ma mémoire. Quand j'étais au secondaire à Shawinigan, quand je suis arrivé en secondaire 3, je ne sais pas pourquoi, mais mon attention a été attirée sur les babillards. On cherchait des journalistes bénévoles pour autant la radio étudiante que le journal scolaire. Puis, j'ai donné mon nom. Puis, j'avais de l'intérêt déjà pour le sport. En secondaire 3, je jouais au hockey. Je jouais beaucoup au golf, 2 fois par jour l'été même. Donc, Ah ouais. j'étais attiré par le sport. Donc, j'ai commencé à écrire des petits textes qui devaient vraiment être mauvais. Puis, on avait une radio aussi à chaque retour de récréation du matin. On avait un petit bulletin sur l'actualité de l'école. Puis, il y avait un petit segment de sport. Donc, on donnait les résultats, par exemple, des cataractes de Shawinigan, des Canadiens, mais aussi, surtout, la vocation, c'était, par exemple, si quelqu'un dans l'école s'était distingué ou Ouais. si un club parascolaire, mettons, le club de volleyball, avait battu une autre école, on donnait les résultats avec les joueurs qui s'étaient illustrés. Puis, donc, en secondaire 3, j'ai réalisé que, wow, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu être journaliste. Pas nécessairement sportif, par contre. Puis, je suis allé étudier au cégep de Jonquière pendant 3 ans, de 85 à 88, où je donne un cours, un diplôme d'études Ouais. collégiales. Il y avait presse écrite à l'époque, radio, télévision, publicité. J'ai pris presse écrite parce que télévision, c'était quand même plus l'aspect technique. Maintenant, c'est scindé, je pense, là, ce cours-là en deux. Ouais. Et je suis arrivé à Montréal au printemps 88, après quand je suis sorti du cégep. Puis RDS a ouvert en 89. Ouais. Donc, le timing a été bon pour moi. Tout à fait. Vous avez dit que ça a pris du temps peut-être avant de décider sportif. Qu'est-ce qui a été le déclic vers finalement, ça me tente de couvrir le sport? Je veux couvrir les Canadiens. Ouais, non, ça s'est fait tout seul. Parce que, comme quand je suis arrivé quand j'étais à l'école à Shawinigan, comme je te dis, j'étais impliqué là-dedans. Puis là, de fil en aiguille, je me suis impliqué plus dans l'audiovisuel. Puis là, à un certain moment, la télé communautaire avait besoin de quelqu'un pour décrire les matchs des Cats. Oh, Je devais être atroce, ben là. oui. Mais le gars qui s'occupait de l'audiovisuel au séminaire Sainte-Marie était aussi impliqué dans la télé communautaire. Il a donné mon nom. Je me suis ramassé en secondaire 5 à décrire les matchs des Cataractes. Je devais vraiment être mauvais, mais je l'ai fait. C'était bénévole. Il ne devait pas avoir des grosses cotes d'écoute. On avait une émission hebdomadaire aussi. On s'assoyait avec un joueur, on faisait des entrevues. De fil en aiguille, je remonte en 85, il y avait des radios AM dans toutes les villes. Donc, à Shawinigan, on avait une radio AM. Il y en avait 2 à Trois-Rivières. Il y en avait partout, là, à Ouais. Amkoui, à Saint-Georges-de-Beauce. Partout, il y avait une petite salle des nouvelles avec 2, 3, 4 journalistes. Donc là, j'ai connu le gars des sports de la radio de Shawinigan qui m'a demandé d'aller faire des remotes les week-ends, qui m'a demandé de le remplacer dans ses vacances. Donc, en secondaire 5, je me suis ramassé à la vraie radio, payé. Puis pour moi, c'est des gros salaires. J'étais à l'école. Puis après, je me suis en allé à Jonquière. Puis là, je ne visais pas nécessairement le sport. Mais vois-tu, de fil en aiguille, le Midget 3 est arrivé. C'était la première saison des Mm. Cascades. Puis il y avait besoin d'un relationniste. Je payais des peanuts, là, mais moi, je voulais le faire. Donc, je suis embarqué relationniste du Midget 3A. Puis là, je me suis mis à connaître des gens. Là, le gars qui était annonceur maison au Saguenay a quitté dans le temps des fêtes. Là, il cherchait un gars pour être annonceur maison des Saguenayens. Vu que je connaissais plein de monde, je me suis ramassé annonceur maison des Sags. Mais je n'ai pas fait mon stage en sport. Pas du tout.
Puis quand je suis arrivé à Montréal, j'ai travaillé pour une émission d'affaires publiques. J'adorais ça. Puis là, RDS a ouvert. Puis là, j'étais entre les deux. Puis là, je suis allé proposer un reportage parce qu'RDS n'avait pas retenu ma candidature. Elle n'avait même pas répondu aux 3 lettres que j'avais envoyées. Parce que dans le temps, on écrivait une lettre, on mettait ça dans Ouais. une enveloppe, on mettait un timbre, on mettait Ouais. ça dans la poste. J'avais jamais eu de retour. Donc, je suis allé, j'ai rencontré le boss, je lui ai proposé un reportage de sport qui n'avait pas retenu, qui n'avait pas passé la cote à mon émission d'affaires publiques. Puis là, ils ont aimé ça. Puis j'en ai fait un deuxième, puis un troisième. Puis de fil en aiguille, quelque part au mois de novembre, RDS a ouvert au mois de septembre. Quelque part au mois de novembre, j'étais rendu dans la salle des nouvelles comme journaliste-rédacteur à RDS. Ah, c'est le fun. Avant d'aller parler là, de quelque chose de plus actuel, là, vous avez dit aussi que vous avez joué au hockey. Parlez-moi un peu en tant que joueur, là, qu'est-ce que vous avez fait J'ai pris le dans temps de votre jouer carrière? local. J'ai commencé à jouer au hockey là, à 4-5 ans, là, quand ça commence. Ouais. Puis j'ai joué, là, j'ai 53, au moins à peu près jusqu'à 43. Là. J'ai joué OK. toutes les étapes du hockey mineur comme tout le monde, là, de novice à junior. Après, j'ai joué dans la Ligue au Cégep, puis j'ai continué à jouer avec des chums sportifs de RDS, puis d'autres stations. Tu sais, on a joué aussi, j'ai organisé beaucoup au début des années 90, on était chanceux. On pouvait jouer au Forum une fois par semaine. Wow. On arrivait là, on jouait de 7h30 à 9h, on prenait notre douche, puis la pratique était vers 10h, 10h30. Puis moi, c'est moi qui s'occupais de ça, là, vu que j'avais commencé à couvrir un petit peu le Canadien. Donc, c'est moi qui s'occupais d'avoir un arbitre, d'avoir les. Puis on jouait les rouges contre les blancs. Ça, c'était le fun en crime, là. Mais oui, On au jouait forum. au Colin. Forum. Puis il y a des joueurs, des fois, ou des anciens joueurs qui venaient jouer avec nous, qui se joignaient au groupe. Pas des joueurs actuels, mais Ah ouais. des retraités comme Jacques Lemaire, entre autres. Puis je tripais, c'était cool au bout de jouer dans le Forum. Là, c'était tôt, il fallait partir avant le trafic, mais c'était le fun. Puis RDS, on avait une ligue, on jouait 2 fois par semaine, le mercredi, le vendredi matin. Puis c'était pas évident avec mon travail, là, j'y allais, je remplaçais quand je pouvais. Mais il y a 10 ans, j'ai commencé à courir de façon régulière. De la course à pied, des demi-marathons, des marathons. Ouais. Puis là, le golf puis le hockey ont pris le bord. Là. C'est plus mon temps libre de sport est consacré à la course à pied. Ouais, vous avez fait un marathon récemment, là, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Là, les félicitations. C'est pas donné à tout le monde de Merci. courir un gros marathon de même. C'est vraiment hot. Ben oui, en fait, non. Je pense que oui, c'est donné à tout le monde. Si t'es le moindrement un peu sportif, puis que tu te dis, je vais faire un marathon, je pense que oui, parce que moi, mon objectif au départ, c'est il y a à peu près 13 ans, 12 ou 13 ans, c'était de faire un demi-marathon. OK. Puis, tu sais, je suis allé sur le web, j'ai trouvé un plan d'entraînement plus ou moins adéquat, je l'ai imprimé, puis j'ai essayé de le suivre. Puis, tu sais, ça ne marchait pas, mon affaire, là. J'avais de la paresse dans mon entraînement. Supposons que si la deuxième semaine, il fallait que je monte à 9 km, puis la troisième à 12 km. Bon, mais là, j'allais courir dans mon quartier, puis là, il fallait que je fasse 12. Supposons, rendu à 9, je passais proche de ma rue. Là, il me restait un lot à faire. Là, je me dis, oh, 9, c'est quand même bon. Bon, je ferai mon 12 demain. Puis là, je rentrais à la maison parce que là, j'étais fatigué, j'avais mal aux jambes. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que le meilleur moyen, c'était de ne pas me faire confiance. Fait que, je demandais à ce qu'on aille me mener à 12 km de la maison. Fait que là, Ouais. à 12 km de la maison, pas de téléphone, je n'avais pas le choix de revenir en courant. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait un demi, puis un autre. Puis, ça n'a pas été facile, mais c'est juste d'être entêté, puis de s'entraîner, puis d'être rigoureux, d'être discipliné surtout. Puis là, j'ai 53, fait qu'il y a à peu près 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, 5-6 ans, j'ai fait un premier marathon, puis c'était plus facile de faire un marathon qu'un demi. Quand tu es préparé pour un demi, tu as déjà un petit peu la discipline. Puis oui, il y a du travail à faire. Il faut que tu Ah ouais. n'arrives pas d'un demi à un marathon complet. Là, parce que quand tu arrives à 21, il te reste encore 21. C'est énorme. Puis plus tu Mais oui. avances, plus ça fait mal. Mais il s'agit il s'agit d'être discipliné et d'aimer ça. Si tu as du fun, il n'y a pas de trouble. Fait que là, ça, avec la pandémie, l'année passée, il y a un an, j'avais deux courses, 2 marathons. Le Petit Train du Nord dans les Laurentides, puis Rimouski. Les 2 ont été annulés. Fait que là, ça Ouais. faisait 2 ans que je n'avais pas fait. C'était un petit peu plus tough, là. Mais je suis bien content. C'était bien le fun en fin de semaine. Mais oui. C'était mon 9e. Là, le prochain, ça va être au mois de février, pendant la pause olympique. Je vais en profiter pour aller visiter la Louisiane. Je vais aller au marathon de Nouvelle-Orléans. OK, Déjà wow. inscrit.
Ouais, ça va être le fun. J'aime ça faire avec ma femme. On fait des voyages. On cite des places, fait des marathons, puis on y va en voyage en même temps. Là, que j'ai fait le marathon d'Honolulu, de San Francisco, Wow. Philadelphie, mais Toronto, c'est pas même loin non plus. Puis là, ben, on va aller faire New Orleans. Ah, c'est hâte, c'est hâte. Ben, c'est le fun. Je cours, Ben oui. je ne veux pas battre de record, je cours pour le plaisir. Je fais ça dans le Ouais. bonheur. Ça me prend, c'est 6 minutes le kilomètre à peu près ma moyenne. Ouais, Des c'est fois, bon. c'est un Puis petit peu plus lent. en plus ça fait un bon sport, là. Ouais, Non, c'est le fun parce que sur le beat du Canadien, il y a un paquet de gars qui courent. ouais. Au début, là, quand j'ai commencé, Robert Laflamme de LNH.com, qui est un très bon journaliste, lui, c'était mon maître à penser, mon gourou. Robert, il est rendu à au-dessus de 40 marathons, 15 décides qui se Wow. qualifient pour Boston. Il se qualifie pour Boston. Il est vraiment solide. Là. C'est une machine. Euh, mais aussi, Jonathan Bernier du Journal de Montréal. Il a OK. commencé à courir des marathons. Il court vite. Il me démoralise bien raide. Marc-André Perrault de TVA Sport, c'est un chum. Je me souviens, une année, on est arrivé la veille d'un match à Chicago. Puis les deux, on est allés courir un demi ensemble sur le bord du lac Michigan. C'était cool au bout. Wow. On est parti pour 2 heures. C'était vraiment le fun. Au lieu d'être dans le gym ou au lieu d'être au bar, ben, on courait sur la piste cyclable le long du lac Michigan. C'était vraiment le fun. C'est cool. On est une couple. Jean-François Chaumont aussi, Journal de Montréal, qui court des fois. Chantal Maccabé, elle court aussi. Ben, ma conjointe, elle court. Fait que le fun, c'est accessible à tout le Ben monde. oui. Là. Tu cours à ta Ben oui. vitesse. Puis T'as juste besoin de souliers, puis c'est ça. tu peux courir. Excellent. Donc, comme mentionné là, dans l'introduction, vous êtes journaliste là, sur le beat du Canadien depuis, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 1992, selon ce que j'ai vu sur Wikipédia, Ouais, c'est à peu ça. près. 92, là, j'ai commencé à couvrir le Canadien pas mal. Ouais. Je comblais mes années en couvrant les Roadrunners et le golf l'été. OK. Mais pendant la saison de hockey, 92-93, là, je couvrais beaucoup le hockey. Le gars qui avait, à l'époque, on ne partageait pas comme on partage maintenant. On a commencé à partager vraiment, là, je pense, avec Alain Crête. Euh, Quand il est arrivé, quand les Nordiques sont partis, ils s'est emmené à Montréal. Là, on est pas mal tombé partner. Euh, mais avant ça, il y avait Jean-Pierre Boisvert, puis après ça, il y a eu Denis Caron, puis Alain. Il y avait un beat reporter, puis il y avait son assistant, ou le gars qui comblait, là, tu sais. Ouais. Donc, en 92-93, ce qu'on faisait, c'est que j'allais au forum avec Jean-Pierre Boisvert. Lui couvrait le Canadien. Puis moi, je préparais un reportage avec l'équipe adverse. Donc, on OK. arrivait, puis Jean-Pierre faisait un reportage sur les Whalers, sur le Canadien, puis Patrick Roy, puis Guy Carbonneau, puis Vincent Lanfous. Puis moi, par exemple, ben, je pouvais couvrir les Oilers, puis Wayne Gretzky, ou Ouais. je pouvais couvrir mais les Whalers avec Chris Pronger, puis Justin Lemieux, tu sais, par exemple. Mm. Puis là, Jean-Pierre arrivait, on avait un bulletin à 18h30, c'était tout. Il parlait du Canadien, il était en direct, puis il disait, ben, on se quitte avec un reportage qu'a préparé mon ami Luc Gélina sur les Whalers. Moi, ma journée était faite. Puis, ben, je remplaçais Jean-Pierre quand il ne pouvait pas. Comme je faisais les week-ends, pas mal de week-ends. Donc, le week-end, c'était fun. Je faisais la pratique le matin, puis je faisais le match le soir. Là, je trippais Ouais. bien raide. Je commençais là-dedans. J'étais au forum, minuscule passerelle, tu sais. Là, je regardais à gauche, à droite, puis c'était des idoles, tu sais, parce que j'étais un flot, j'étais un kid, là. Ben oui. J'avais à peu près 25 ans, tu sais. Je regardais, il y avait Pierre Trudel. D'autre bord, il y avait Bertrand Raymond, il y avait Régent Tremblay. Tu sais, Wow. c'était hot, là, tu sais, c'était impressionnant. Puis, tu sais, ça s'est fait graduellement. Tu sais, au début, tu arrives, tu ne parles pas à personne, tu es dans ton coin, tu ne vas pas t'imposer, tu sais, là, c'est un certain moment, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es dans la gang. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Oui, tout à fait. Ça doit, là. Hein. Couvrir les Canadiens, c'est le rêve. Est-ce que c'est la job de rêve pour vous? Ah oui, ben oui, je travaille pas, moi. Je regarde du hockey. Ouais, mais c'est En ça, fait, je c'est suis hot. le lien entre les partisans et l'équipe. Dans le fond, moi, ma job de reporter, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui à l'entraînement ou qu'est-ce que j'ai vu au match et qu'est-ce que les joueurs et les coachs ont pensé de leur performance ou pensent de l'événement qui s'en vient. C'est vraiment, vraiment le fun. Le confinement j'avais l'impression de travailler pendant la pandémie. OK. La notion de fun était moins présente. Il y a des journées que j'étais moins motivé, mais tu sais, comme tout le monde, là, mon travail n'était pas différent de celui des enseignants, de celui d'un paquet de personnes. Et je ne Ouais. faisais pas ma vraie job. Là,
faisait ça par Zoom. Là, c'est revenu. Puis c'est revenu de même, là, au Ben tout oui. début du camp d'entraînement, dès qu'on était sur place. Puis qu'on a aussi, dès que j'étais assis dans la salle du coach avec un coach, qu'on se regarde dans les yeux, des joueurs, qu'on est face à face, ça change toute la dynamique. Oui, tout à fait. Mais justement, là, pendant les séries 2021, votre job a dû être complètement chamboulé, justement, à cause de la pandémie. Là. Qu'est-ce qui a changé? Là? Oui, les trucs les entrevues par Zoom. Y a-t-il d'autres affaires que, par exemple, le spectateur a peut-être moins remarqué que vous, par exemple, ça vous a beaucoup touché? Oui, ben les séries 2020 dans la bulle à Toronto puis à Ouais, Edmonton, puis les séries 2021, ouais, même si on était sur place, moi puis Chantal, on n'était pas dans le vestiaire. Puis pas être dans le vestiaire, là, c'est très difficile. Parce que quand. Puis là, tu sais, là, on a une étape de plus, mais on n'est quand même pas encore dans le vestiaire. Parce ouais, que quand tu es dans le vestiaire, puis tu es sur la route, tu as un contact avec les joueurs, tu as un contact avec ouais. les coachs. Là, c'est différent. Ça se fait par Zoom. Donc, tu sais, c'est parce que ça va arriver des fois que tu es dans le vestiaire, puis l'histoire principale est avec Edmondson, puis Petrie, puis tout le monde est avec eux autres, puis toi aussi. Mais là, après, tu vas être dans le coin, puis tu vas jaser, je sais pas moi, avec Caulfield ou avec Sherrod. Puis là, tu vas te faire expliquer des affaires. Puis des fois, c'est des trucs que tu peux pas dire en nombre, mais que tu comprends. Tu sais, comme Jonathan Drouin, son anxiété, tout ça, ça faisait un bout de temps qu'on le savait, ceux qui sont sur la couverture du Canadien. OK. Quand tu te fais dire, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, mais parle-en pas. Faut pas t'en parler. C'est pour ça que ça fait Ben oui. depuis des années que je suis là, puis ceux qui sont sur le beat depuis longtemps, parce qu'une qualité qu'on a, c'est de fermer notre trappe, de fermer notre boîte. Tu sais. Ouais. Fait qu'on se fait expliquer des affaires, ça nous aide à comprendre. Tu sais. Puis quand tu comprends mieux, bien après, tu peux poser d'autres questions à d'autres personnes, puis ça fait des meilleures histoires. Puis l'autre affaire qui a manqué pour le public, je considère, c'est que tu avais les mêmes histoires partout. Tu avais les mêmes histoires à RDS, dans le Journal de Montréal, dans la presse, à Radio-Canada, partout. Parce que tu avais deux, trois joueurs qui étaient disponibles sur Zoom avec Ouais. une question par personne, pas de relance. Puis là, ben, tout le monde a ces histoires-là. Tu sais, si je rentre Ben dans le oui. vestiaire, comme je disais, puis l'histoire principale, c'est Edmondson puis Petrie, pendant que je suis là-dessus, ça se peut très bien que Marc-Antoine Godin du site web Athlétique ou Guillaume Lefrançois du site web La Presse, eux autres décident de travailler un angle différent avec Jake Evans. Ils vont peut-être avoir une histoire, eux autres, complémentaire. Je ne parle même pas d'un scoop, juste Ouais. peut-être une histoire bien fun avec Jake Evans. Et le lendemain, tu vas pouvoir lire dans la presse, dans l'Athlétique, mais que tu n'auras pas eu RDS ni Radio-Canada. Puis ça peut être l'inverse aussi. Ouais. Donc, je trouve que c'est ça qui manque. Par contre, il y avait des côtés positifs. Là. Je ne parle même pas de rester en mou à la maison. On avait accès à toutes les équipes aussi. Donc, Ah oui, on oui, a c'est une vrai. grosse équipe de recherchistes à RDS, là, Christian Daou, puis Bruno Monpetit, qui sont recherchistes. Ces deux machines, ces deux gars-là. Donc, le matin ou la veille même, déjà, ils regardaient avec les Sharks, avec les Pingouins, avec les Bruins, peu importe, pour savoir demain qui vont être les joueurs disponibles. Puis si vous avez un francophone, pouvez-vous nous aviser? Donc, le matin, on commençait à préparer nos journées, Chantal et moi. Bon, ben, il y en a un qui était sur la couverture du Canadien, puis l'autre couvrait ailleurs dans la Ligue nationale. Donc, quand je faisais ailleurs dans la Ligue nationale, je pouvais avoir accès à Patrice Bergeron, à Pierre-Luc Ben oui. Dubois, à Marc-Édouard Vlasic, dans les Ouais. zones des équipes. Ça peut même être Julien Brisebois, le DG du Lightning. Mais hors pandémie, si tu veux parler à Julien Brisebois ou si tu veux parler à Patrice Bergeron, mais il faut que tu te prévois d'avance. Ouais. Tu prennes un avion, tu t'en vas à Boston, tu t'en vas à Tampa ou tu attends qu'ils viennent à Montréal. Mais là, avec la pandémie, on avait accès à toute la Ligue au complet en même temps. Ça, c'est un avantage. Le fun, on a mieux couvert la LNH dans son entièreté. Good. Ah, c'est bon. Il y a des bons côtés des fois à la pandémie, là, mais en tout cas, tu sais, c'est le fait d'avoir accès à toutes les équipes. Ça a dû justement bonifier la couverture de la Ligue nationale. Ouais, Tantôt, par contre, celle du Canadien était handicapée un peu. ouais, c'est vrai. Et du Euh, Rocket, puis tout le reste. C'est pas grave. ouais. Tantôt, vous m'avez dit que justement, vous n'aviez pas l'impression de travailler quand vous travaillez, quand vous regardez le Canadien, mais veux pas, vous devez quand même être, permettez-moi l'expression anglaise, sharp dans votre travail. Vous devez être bon. Comment est-ce que vous vous préparez pour un match du Canadien et pendant le match du Canadien, qu'est-ce que vous faites? OK, ouais. Mais là, je ne l'ai pas, là, je ne marche pas dans mon bureau. J'ai un petit calepin à chaque année. Je note tout.
OK. J'ai pas une bonne mémoire en plus. Je suis vraiment en poche, là, tu sais, là, vraiment pourri. Là. Donc, je note tout. Mais c'est pas compliqué, là, tu sais, là, quand tu es tout le temps là, c'est ton beat. Là. Ah ouais. Je veux dire, tu maîtrises le sujet, mais je note tout, je regarde tout, puis je te l'écoute, tu sais, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de spécial. Tu sais, même des fois, le samedi, là, j'ai des week-ends de congé, j'en ai pas souvent dans l'année, mettons 1 sur 4, 2 sur 7 peut-être, quelque chose comme ça. Fait que le Ouais. samedi, quand je suis en congé, là, la télé n'est pas allumée au Canadien. Même si je suis à la maison, puis même si je suis tout seul avec mon épouse Julie, on va se faire un bon souper avec du vin. On ne regardera pas le hockey le samedi soir. Là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut décrocher. J'enregistre la game, par exemple. Un peu, je la regarde comme il faut après. Mais c'est ça, là. Je suis consciencieux, mais en même temps, je n'en fais pas une obsession. Là. OK. Tu sais, quand on est sur la route avec les chums, c'est tout le temps le fun quand on peut se prendre une place qu'une télé, on regarde les autres matchs. Tu sais, quand je vais souper en même temps, je vais souper, comme je disais, avec un de mes caméramans, puis des chums du Journal de Montréal ou de la presse. On ne parle pas de hockey en soupant, là. Ah ouais. C'est un moment donné, là. On les regarde, les pratiques. Puis je trouve que parler de hockey, ça mène souvent à s'obstiner dans le beurre. Tu sais. Et, Chris Weidman, il devrait-tu jouer en avantage numérique? Puis on s'estime pendant 10 minutes. Mais non, mais moi, je C'est mettrais tellement Ravanov vrai. à la place. Mais oui, peut-être. Mais là, c'est pas nous autres qui décident de toute façon. Ah Et puis oui. ça ne changera rien. Tu sais. Fait que, moi, j'aime bien mieux qu'on jase de nos enfants, de nos voitures, de nos projets, de nos voyages. On prend une bière, on prend un verre de vin, on a du fun. En dehors de l'aréna, je ne suis pas une obsédée. Tu sais. Ouais. Peut-être que je vais décevoir des gens, là, mais je ne suis pas une obsédée du Mais non, mais hockey. c'est la bonne approche, là. C'est important de Ah, décrocher et de faire d'autres choses dans la vie, là. je ne sais pas, mais c'est la mienne. Tu sais, comme samedi dernier, mon fils, il jouait dans sa ligue. C'était le premier match de saison. Ben, même s'il a 27 ans, c'est bien le fun. J'allais avec mon épouse, on est allé voir jouer mon gars au lieu de regarder la game du Canadien. C'est un match préparatoire, je ne l'ai pas Ah oui. regardé, je ne l'ai même pas enregistré. Mais là, j'avais des questions à vous poser sur le camp d'entraînement du Canadien. Est-ce que vous pouvez y Ouais. répondre, même si vous ne pouvez pas regarder le match de samedi? Ben oui, mais là, ouais, c'est clair. J'ai tout lu ce que j'avais à lire. J'ai parlé avec Chantal. C'est comme si j'avais été là, tu sais. Ah ouais, c'est parfait, c'est parfait. Ben justement, on va rentrer dans ce sujet-là. On va parler un peu de l'actualité du Canadien. Comme j'ai mentionné là, dans l'introduction, le camp d'entraînement est en marche. Il y a des joueurs qui déçoivent, il y a des joueurs qui surprennent. Au final, c'est Marc Bergevin et Dominique Ducharme qui prennent les décisions. Mais quelle est votre vision là, justement du camp d'entraînement jusqu'à maintenant? Quelles ont été vos impressions des joueurs à surveiller? Ben, à date, il n'y a pas eu vraiment de surprise au camp d'entraînement, là. Mhm. Euh, Celui qui m'étonne, c'est Caden Goulet. Il est vraiment solide. Ah Il oui. est vraiment bon. Là. S'il avait 20 ans, on ne se poserait pas de questions. Puis, il serait le 6e défenseur facile, facile. C'est clair que les plans du Canadien, c'est de le retourner dans la Ligue junior de l'Ouest pour qu'il joue beaucoup de matchs. Il a peu joué l'an passé. Ouais. Il y a un défi intéressant avec l'équipe canadienne pour être capitaine. Mais sur la patinoire, puis quand on parle avec, moi, je vois Shea Weber. Kaden Goulet, il est phénoménal. Il fait tout correctement. Il m'impressionne. Il est vraiment solide. Ça, c'est ma surprise. Pour le restant, je n'ai pas vraiment de surprise. Il n'y a pas de joueurs qui me déçoivent. Tu sais, Payling, il ne me déçoit pas parce que je ne m'attendais pas à grand-chose de Payling. Et ce que je vois, c'est ce que j'ai vu de lui depuis qu'il est chez les pros. Tu sais. Ouais. Donc, non, c'est Marc Bergevin a quand même fait du bon boulot. Il est allé chercher des bons joueurs. Il a été pris avec la saga Kotkaniemi. Il a drôlement bien réagi. Ouais. David Savard à la ligne bleue aussi, c'est très bon. Donc, j'aime ce club-là. Je pense que ça va être une équipe bien fun qui va marquer beaucoup de buts. Puis, défensivement, c'est peut-être pas la meilleure défensive de la Ligue non plus, là, mais C'est sûr que la perte de Weber va faire mal, là. ouais, mais David Weber, là, à 36 ans, Ouais. il a été très bon en séries éliminatoires, mais dans une longue saison, il y a des hauts, il y a des bas, il perd de la vitesse. Donc, David Savard, c'est pas chez Weber, mais défensivement, David Savard peut à peu près jouer comme chez Weber. Tu sais, Ouais. c'est pas comme chez Weber est là, puis David Savard est là. Là, tu sais. Puis Ah chez ouais, il est Weber, à proche. son apogée, était là, puis David Savard était là, mais chez Weber de cette année, David Savard, tu sais,
Oui, ça va manquer, son leadership va manquer, mais en même temps, Romanov va être meilleur, il est plus vieux. Après ça, il y a des valeurs fiables, Sherrod, Edmondson, Petrie. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être une année vraiment, vraiment fun. Ouais. Puis vous dites ça, est-ce qu'on va être capable de répéter la finale de 2021? Si, Oh, mettons, on peut se ça va être prononcer difficile. au début octobre, La là. finale, c'est vraiment difficile. Les séries ne seront pas évidentes dans la division Atlantique avec Tampa, Ben Floride, oui, Toronto, Boston. Je il y a pense que des le gros Canadien va se clubs, là. qualifier pour les séries. Mais là, se rendre à la finale de la Coupe Stanley, il faut que tout tombe en place. Il ne faut Ah ouais. pas que tu aies de blessés. Il faut que les joueurs jouent de la bonne façon. Puis ça te prend des breaks aussi, sans blague. Le Canadien était à un but de se faire éliminer contre les Leafs. Ça a Ouais. pris une victoire en overtime, en prolongation 2 fois, là, match 5, Ben oui. match 6 de mémoire. Donc, ça te prend les breaks au bon moment. Puis, il ne faut pas oublier, Tavares s'est blessé contre Toronto. Le chemin s'est ouvert. Là. Puis, en même temps, le Canadien a très, très bien joué. Là. Je ne pense pas que c'est de la chance. Là. Tout s'est bien passé. Tout a été bien géré par Dominique Ducharme aussi. Donc, mais retourner en finale, sortir de l'association de l'Est, ça va être un gros défi. Il y a des grosses équipes dans l'Est. Mais un coup rendu en série, c'est pas des blagues. Là. Tout est possible. Ouais. Puis justement, parlons-en un peu de cette finale-là. Là. Encore là, avec votre job de rêve, vous avez été attitré là, à la couverture de la finale, évidemment. Puis on a senti toute la province de Québec là, se ranger derrière le Canadien. Il y a eu Oui, vraiment une vraie vraiment. frénésie, comme qui combinait avec le déconfinement, le retour à un semblant de vie normale. Comment est-ce que vous avez vécu ces séries-là avec tout ce qui venait avec et tout, justement, l'engouement que ces séries-là ont généré? Ben, j'étais vraiment déçu pour les joueurs et pour les partisans parce que il n'y avait pas personne. Ben, en fait, il était techniquement limité à 3500. Il y avait Ouais. possiblement près du triple là, dans le Centre Bell. On a clairement fait fi des recommandations de la santé publique, puis il n'y a pas eu de suivi de la part du gouvernement, là, mais c'est pas grave. Là. Il manquait quelque chose. Là, Ouais. c'était le fun de voir au moins, il y avait des gens qui attendaient à l'arrivée des joueurs. C'était cool, il y avait un engouement, il y avait plein de monde dehors. Mais il manquait quelque chose, comme d'habitude, le 5 à 7, les gars sont dehors, ils ont une scène, puis on est en direct au Centre Bell. C'était pareil pour les restaurants, ça aurait tellement pu être un buzz encore plus grand, plus amplifié, mais au moins, ça a acheté un bond sur toute la province. Tout le monde a payé le prix. Là, c'est pas facile, le confinement. Là, au moins, les soirées, tu avais du hockey, tu avais le Canadien, tu avais de l'engouement, de l'excitation, c'était cool. Mais il manquait quelque chose. Je me disais, Colin, pourquoi que ça n'arrive pas une année normale pour que tout le monde tripe solide? Là? Ouais. Même qu'au début des séries, dans mon coin, à Repentigny, on parlait de course tantôt, je cours tous les jours. Puis en télétravail, j'avais le temps de courir. Puis à Toronto, je suis allé faire les matchs contre les Leafs. Il n'y avait pas de fanion à côté du building à Toronto, le Scotiabank Center. Il n'y avait pas d'ambiance. C'était pareil au Centre Bell, les 2 premières rondes. Ça ne levait pas. Les gens ont commencé à embarquer, surtout contre Vegas, d'un coup Ouais. sec. Mais c'était intéressant, mais c'était le fun que les Canadiens soient capables de se rendre là dans une vie normale avec tout ce que ça Ouais. pourrait impliquer. Juste se rassembler chez nous, une gang de chums. Bon, ça ne peut pas être mon cas, là, mais mettons chez vous, une gang de chums, bon, on va être Ouais. une douzaine, on met la télé dehors. Techniquement, on ne pouvait pas. Ouais. Ce serait le fun que ça arrive là, dans une vie normale. Bientôt. Tout à fait. On va à peu près conclure là, la partie journaliste en vous posant la question suivante. Quelle entrevue que vous avez faite vous a le plus marqué où ben, vous gardez le meilleur souvenir? Ben, le meilleur souvenir, c'est une entrevue, un reportage que j'avais fait à Brantford, en Ontario, avec le père de Wayne Gretzky, OK. Walter, qui est extraordinaire. Puis il m'avait amené chez lui, puis il m'avait amené dans le sous-sol où sont tous les objets de Wayne. Puis c'est pas l'entrevue en soi, c'est pas les mots, c'est la candeur, la gentillesse de ce monsieur-là, puis qui m'a amené dans son sous-sol sans que je lui demande, pour dire, regarde ici, là, tout ce que Wayne a gagné dans sa vie, je l'ai. C'est tout ce que Wayne a Wow. récolté, c'est dans le sous-sol à Walter. Ça, c'est un moment unique parce que tu ne peux pas acheter de billets,
C'est pas comme un vestiaire, là, tu sais. Ouais. Ça, c'était assez extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que je me souviens vraiment beaucoup. Après, il y a les Olympiques de 2012, quand l'équipe canadienne de soccer féminine a perdu en demi-finale contre les Américaines. Un match où c'était carrément fait voler par l'arbitre. Puis là, tu sais, je faisais des entrevues avec Rhiannon Wilkinson, entre autres, puis les Templeurs, là, tu sais. Vous étiez à Londres Ouais, pour la finale de soccer? ouais, c'est moi qui couvrais le soccer. Puis, Ah oui, c'est tu sais, le côté journaliste a comme débarqué. ouais. Les filles, ça faisait 2 semaines et demie que je les couvrais. Tu sais, puis ils font ça pour des peanuts, ils ne sont pas payés. C'est aux 4 ans, tu sais, les athlètes olympiques. Tu sais, les joueurs de hockey, là, ils ont eu plein de gloire personnelle toute leur vie. Ils sont sur un gros stage. Tu sais, quand ils perdent, j'ai jamais de sentiment de tristesse puis de pitié. Ils ont perdu, puis c'est tout. Ils se reprendront l'année prochaine, puis c'est pas grave. Tu sais, j'ai jamais eu des émotions comme, ou rarement, tu sais. Mais là, le côté journaliste à Londres, il était là, mais en même temps, j'avais quasiment le goût de laisser tomber mon micro pour leur faire un câlin. Là, hey, les filles, tu sais, j'étais triste pour eux autres, là, tu sais. Ouais. C'était comme ça. S'il y avait de l'émotion, mon caméraman, c'était pareil, là, tu sais. On sentait que les filles s'étaient fait voler. Puis quand ils ont gagné le match de la médaille de bronze, 2-0 contre la France, on était là, puis tu sais, c'était cool. J'étais content pour eux autres, tu sais. J'ai pris des photos, tu sais. Je fais jamais ça dans ma job, prendre des photos, là. J'étais content. Ouais. Ça, c'était spécial. Quand Sydney a marqué son but en prolongation à Vancouver, là, tu sais, ça aussi, c'était cool. Là. C'était Ben oui. vraiment spécial. Là, tu sais, là, les jeux étaient présentés à RDS. On présentait le match. Quand il a quitté la patinoire, je l'attendais dans le corridor tout de suite. Ça, c'était vraiment le fun. Ça, Wow. été des belles entrevues. La première fois que je suis rentré dans le vestiaire du Canadien et que j'ai parlé à Patrick Roy, là, j'étais impressionné. Là, je ne t'inquiète pas, là, mais j'étais comme, faut pas que je me trompe. Je réfléchissais puis je voulais absolument poser une question. C'est innocent. Là. Ça, c'est dangereux. Quand tu veux absolument poser une question, t'es un petit cul, c'est pas toi qui commence. Là, les vétérans Ouais. commencent. Puis là, si tu veux absolument en poser une, quand toutes les bonnes questions ont été posées, il n'en reste plus. Là. Ouais. Tu te mets en danger de poser une question innocente parce Ouais, que tu veux pas te tu veux répéter absolument. puis tu veux pas dire des niaiseries. Là. Ben non, c'est ça. Puis là, je me dis, il faut absolument que je pose une question. Mon boss m'envoie ici, il me fait confiance, il faut que je trouve une question. Je me souviens de la toute première fois que j'ai mis mon micro devant Patrick Roy. Je me souviens même, j'avais demandé, Patrick, ça fait deux matchs ou 3 matchs que vous revenez en troisième période, puis vous réussissez à combler l'écart, puis égaler, puis gagner le match. Il se passe quelque chose dans le vestiaire entre la 2 et la 3. Puis là, lui, il ne me connaît pas. Ça fait 2, 3 fois qu'il me croise dans le vestiaire. Il n'a aucune idée c'est qui. Luc Gélina, puis je me souviens, il m'a regardé, puis il a dit oui, entre la 2 et la 3, on met les fans à high, puis ça nous fait du bien, ça nous aère. Et là, je suis tellement venu mal. Puis là, il est parti à rire. Puis là, il a m'a fait un clin d'œil en me disant non, kid, bienvenue à bord, je te niaise. Puis là, il a donné sa vraie réponse. Non, entre la 2 par 3, on est une équipe de vétérans. On n'a pas besoin de se parler beaucoup, on sait quoi faire. Ça avait été correct, mais je me Ouais. souviens que j'avais été pétrifié complètement sur le coup. J'étais gelé. Là, ça, c'était peut-être au début de la saison de 91-92 ou fin 90. J'étais un petit cul, je commençais, les genoux me shakaient, je tenais mon micro comme ça. Je m'en souviens parfaitement. Ah, wow. C'est bon. On va parler rapidement de votre fils. Je sens que vous avez mentionné tantôt qu'il a fait un peu carrière dans la LHMQ et là qui a joué son premier match de la saison samedi soir. Parlez-moi un peu là, de sa carrière et de où il s'est rendu et comment vous avez perçu ça là, en tant que hockey dad. Ah, ben c'était difficile en tant que hockey dad parce que mon gars, il avait un talent pas pire, mais il avait un sale caractère. Donc, à un certain moment, surtout mes Jets 3 là, on ne parlait pas de hockey parce qu'on serait chicané, tu sais. J'avais pas OK. la même vision que lui. T'sais, puis lui, il a fait Rimouski à 16 ans. OK. Puis il a décidé de ne pas rester à Rimouski, de revenir jouer mes Jets 3 parce qu'il était beaucoup en amour avec une petite fille. Puis moi, je trouvais qu'il passait à côté de quelque chose, mais c'était pas à moi de décider pour lui. Ouais. Et je le trouvais innocent.
Là, il est arrivé midget 3A à 16 ans, en se disant, ben, moi, je vais faire ce que je veux ici. Rimouski, ils m'ont gardé. Là, je vous ai fait quasiment un cadeau en revenant jouer pour vous autres. Là, il était croche, puis je ne parlais pas d'hockey avec. Euh, mais c'est correct, c'est tout correct. Là. Je veux dire, il a grandi comme être humain, puis c'est correct qu'il ne soit pas resté à Rimouski à 16 ans. Puis, il a fait qu'il a joué un peu junior, quelques matchs avec l'Océanique, quelques matchs avec les Cataractes, Oh, quelques parties avec l'Armada de Blainville. Il a eu une belle carrière junior 3A, puis là, il joue pour le OK. fun dans une ligue. Ça coûte 6 piastres. Allez le voir jouer, là, puis c'est bien OK. cool. Mais c'est ça. Fait que c'était un joueur de hockey là, bon pour sa ville, mais moyen dans l'ensemble là, de ce qu'est le hockey au Québec. Là, là. OK. Excellent. Parlons des livres que vous avez écrits. Vous avez fait trois sagas. D'abord, la première, la LNH, un rêve possible, où il y a 2 livres qui ont été publiés. Ensuite, la saga, là, c'est la faute A, où on suit les aventures de Félix Riopel dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ensuite, l'étonnante de saison des Pumas, où on suit là, un jeune joueur à Tombe, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Tristan. En fait, Euh, c'est cette trilogie-là, on suit l'équipe, puis le héros change à chaque roman. OK, ah Donc, dans oui, le c'est tome ça. 1, ouais, c'est Ouais, ça, c'est qu'on suit c'est plus vrai. l'équipe. Là. C'est On plus suit le l'équipe des concept Pumas. d'équipe c'était ça le but en plus. Ouais. C'était déjà prévu d'avance. C'est pas comme on fait un roman. Là, c'était sur la planche à dessin. C'était pour les petits, avec des belles valeurs. Ouais, c'est ça. Tristan, il est là, mais il n'y a pas juste lui. OK, c'est bon. Et ensuite, en 2019, là, la biographie de Steve Bégin, vous l'avez publiée euh, en collaboration avec Sylvain Guimond. Donc, d'où ça vient, là, ce désir là, d'écrire des romans en plus d'être journaliste très, très connu? Ben, en fait, c'est que les 2 premiers livres, là, c'est pas du tout des romans, c'est des mini-biographies. Ouais. Puis ça vient de ce que tantôt tu parlais de mon fils. Guillaume, ma fille Daphné, sur l'équipe du Canada au baseball C'est vrai. depuis l'âge d'à peu près 15 ans. Puis elle a joué au hockey, elle a joué avec les garçons. Là, première année, puis oui, Bantam, elle faisait le 2C. La deuxième année, elle faisait le 2B. Elle jouait quand même dans du bon Ouais. calibre. Puis ma fille Pénélope, c'est peut-être la meilleure athlète de la famille. Elle fait du cheerleading de haut niveau. Elle est allée au championnat du monde plusieurs fois. Puis je baignais dans un univers de parents qui me bombardaient de questions sur l'enfance, sur le développement de l'athlète, particulièrement au hockey. Puis moi, je n'avais pas les réponses. C'est pas parce que mon gars est bon au hockey, puis que ma fille est bonne au hockey, puis au baseball, puis l'autre en cheer, que j'ai des recettes. Moi, je donne des livres, j'encourage, je focus sur le positif, puis en même temps, je ne les prends pas en pitié. Tu veux faire partie de l'élite, mets tes bottes de travail. Si tu veux avoir du fun, pas de forcer, pas de trouble, va descendre dans la maison. Pas de problème. Si tu veux jouer dans l'élite, ça ne me dérange pas que tu fasses des erreurs, que tu fasses des gaffes. Jamais je vais chialer parce que tu as échappé à la rondelle. Je vais chialer si tu ne travailles pas. C'était ça, moi. À la maison, je veux juste voir du travail. Puis je donne des livres, on est dans le bonheur, puis tu veux y aller au parc, on va y aller au parc. Je suis juste un papa normal, rien de spécial. Donc, je ne pouvais pas aider les gens qui me posaient des questions. Donc, moi, peut-être parce que j'étais un bon gars, je suis curieux, je m'informais après dans le vestiaire à des joueurs. Je sais pas moi, Mathieu Dandonneau. Toi, tu faisais ça, toi, 3 écoles d'hockey. Mais papa, dans l'équipe, son gars fait 3 écoles d'hockey cet été. Il me semble que c'est beaucoup. Il m'a demandé si c'était une bonne idée. Puis là, tu sais, à force de jaser avec les joueurs, j'ai réalisé que leur cheminement n'était pas aussi rose qu'on le pensait. Ouais. Puis à ce moment-là, j'étais à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, faire mes petits reportages de 2 minutes à RDS. Je ne suis pas intéressé à être lecteur de nouvelles, à être animateur. Moi, j'aime ça être journaliste, reporter sur le terrain, vivre l'événement. Mais là, je voulais quelque chose de plus. Puis c'est pas à Sport 30 que j'aurais eu ce quelque chose de plus-là. Puis je me disais, vu que j'ai étudié en presse écrite, écrire un livre, idéalement une biographie, c'est souvent ça qu'on fait, les gars de sport, on écrit des Ouais. biographies. Ça m'intéressait. Puis là, je suis arrivé avec l'idée de faire des mini-biographies sur l'enfance de joueurs de hockey. Donc, comment eux autres avaient cheminé dans leur jeunesse, des premiers coups de patin jusqu'à leur repêchage. Est-ce qu'ils faisaient d'autres sports? Est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce qu'il manquait de discipline? Est-ce qu'ils se sont déjà fait retrancher? Est-ce que, comme. Puis il y en a comme Francis Bouillon, il a commencé comme gardien, il est devenu défenseur. Roberto Luongo, c'est le contraire. Il était attaquant, il marquait des buts. C'était le meilleur attaquant de son groupe d'âge à Saint-Léonard, mais lui, il voulait être gardien. Son père ne voulait pas. Donc, tu sais, Martin Brodeur a déjà abandonné le hockey parce que son coach n'était pas fait avec lui.
André Roy, il a déjà abandonné le hockey parce qu'il faisait 2 fois qu'il se faisait retrancher injustement. Donc, tu sais, je voulais que les jeunes aient des modèles à suivre et qu'ils comprennent que, tu sais, des fois, c'est plate, tu te fais retrancher, mais c'est pas la fin du monde. Tu te fais retrancher du 2A à 12 ans. Là. Donc, je suis arrivé avec ces livres-là. Puis j'ai adoré écrire. Puis de fil en aiguille est arrivée l'idée de faire un roman, mais ma maison d'édition a tellement aimé ce que j'avais écrit, puis les personnages m'ont demandé de faire une série, parce que mon héros, Félix Riopel, c'est la faute Ovechkin. L'histoire commence la journée du repêchage de la JMQ, puis elle se termine quand ils font l'équipe finale, puis lui, il fait le club. Puis il y a un effet domino qu'à Louisville, son meilleur ami, abandonne le hockey. Puis là, Arnaud Foulon, le patron des éditions Tubize, m'a dit « J'aimerais ça que tu fasses une série avec d'autres tomes sur ce que serait la carrière de Félix Riopel, avec l'effet domino comme ça dans chacun des livres. » Au départ, j'étais un petit peu rébarbatif, puis après le lunch qu'on avait eu au restaurant, sur le chemin du retour, je suis arrêté au Dollarama, j'ai acheté des cartons, puis j'ai rempli mes cartons d'idées, puis je l'ai rappelé le lendemain, je dis « C'est beau, je t'ai fait une série de 5. » Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, de fil en aiguille, c'est devenu une passion. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on fait ça ensemble. Il est 10h32. Je vais aller courir tantôt. Puis après-midi, ben, je vais me mettre 3 heures peut-être avant de m'affairer à préparer le souper puis à promener mon chien avant que ma femme revienne de travailler. Tu sais, mais j'ai mes congés la semaine. Donc, fait que, tu sais, mes enfants allaient à l'école quand ils étaient plus jeunes. Là, tu sais, je suis tout seul à la maison aujourd'hui. Là. Les chums travaillent, ils font leur truc. Donc, moi, j'en profite pour écrire. Sur la route, c'est pareil. Quand on me dit votre vol est retardé, avant, je lâchais 3-4 sacs. Là, mon vol est retardé, c'est pas grave. Moi, écrire pendant 2 heures. Tu sais. Donc, ça comble mes temps libres avec la course. Puis, ça se jumelle bien quand je pars courir. Tu sais, je cours tout le temps sans musique. Donc, souvent aussi, des fois, j'ai des idées qui viennent, puis ça débloque des trucs. Good. Parlons-en justement de la saga C'est la faute. Là. Moi, personnellement, j'ai 18 ans, là, tous mes amis l'ont lu. C'est vraiment, Merci. c'est vraiment une série qui a marqué ma génération, j'ai envie de dire. Là, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? C'est tellement un chef-d'œuvre. Ah, ben, merci, Charles, t'es fin. Ah, je capote. Tu sais, je me serais jamais attendu à ça. Là. Tu sais, quand tu écris quelque chose, tu le fais pour le fun. Tu as des attentes, mais là, ça a dépassé les attentes. Mais pas seulement au niveau des ventes, tu sais, dans le sens qu'il y a plusieurs écoles secondaires où c'est des lectures obligatoires. Ouais. Notamment, ma fille Pénélope est en sport-études quand elle était plus jeune. Là, elle a 21 ans, elle étudie à Québec, elle va avoir 22 bientôt. Ben, maintenant, elle est en secondaire 4, je pense, ou 5. Elle revient de l'école, puis elle a un de mes livres. Puis elle dit, Papa, je suis obligé de lire ça cette année. Tu sais, c'était comme. C'était dans son programme. C'est le lire, un des livres qu'elle a à lire en français. Puis c'est vrai aussi dans des écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Puis j'ai été invité à Hearst, dans le nord de l'Ontario, où c'est une collectivité francophone. Tu sais, j'étais jamais allé à Hearst. Ils m'ont invité là-bas parce que les élèves, ils lisent mes livres là-bas. Puis je suis tombé sur le derrière. Tu sais, tu le sais qu'il y a des communautés francophones en Ontario, mais tu penses que c'est proche d'Ottawa. Là, ils m'ont fait voler, ils m'ont fait prendre un vol Montréal-Toronto, Toronto-Timmins. Là, ils m'avaient loué une voiture. J'ai conduit 3 heures et demie pour aller jusqu'à Hearst. Puis en chemin, tu t'arrêtes au Tim Hortons, prendre un café. Puis, bonjour, monsieur, comment ça va? C'est tout en français. Puis à Hearst, tout est en français. J'ai fait des classes là-bas, j'ai fait une conférence dans la salle communautaire. Les gens connaissaient mes livres. Là, tu te dis, wow, là, t'es rendu loin là, de Repentigny. Tu es dans le nord de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick. Puis dans ta cour à Repentigny, ta fille est obligée de lire ça. Tu sais, c'est Saint-Hyacinthe m'invite à chaque année parce que toutes les secondaires 2 au complet font des travaux avec mes livres. C'est ça la paye, c'est ça la récompense ultime. Des fois, j'y pense, puis crime, je suis comme, voyons donc, moi, un gars de sport, tu sais, c'est cool. C'est vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, tu me dis ça tantôt, puis ça me fait chaud au cœur. Puis, tu sais, quand ma femme va revenir ce soir de travailler, je dis, hey, chérie, fait une entrevue avec Charles, tu sais, pour son podcast, puis il m'a dit que c'était un chef-d'œuvre, qu'il avait lu ça, tu sais, c'est sincère, là. Puis là, elle va me faire, wow, t'es hot. Ben oui, ben merci. Tu sais,
je capote. Je suis honnête quand je dis ça, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Ouais. On va conclure le podcast là-dessus. Vous avez parlé que vous allez écrire cet après-midi. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Quels sont vos prochains projets là, littéraires là, Ouais. que vous pouvez parler? Et Je ne peux pas en parler, non. Non? On va Ah, conclure dommage. vite parce que Ah, je ne peux pas en parler. Mais c'est le fun. Je suis dans deux projets complètement différents. OK. Un avec un joueur de hockey retraité. On va parler de sa vie, mais sous forme d'un roman, inspiré de la OK. vie de. OK. Il y a tellement de matériel que ça va être plus qu'un tome. Puis je capote, c'est tellement le fun. Je suis tellement content d'avoir été choisi pour ça. Puis ça me motive énormément. C'est des histoires humaines exceptionnelles. Puis l'autre, c'est avec un athlète actif qui ne joue pas au hockey, OK. puis qui a une carrière fabuleuse, puis qui a été approché une couple de fois. Puis là, il y avait une entente puis avec un autre auteur, il y a un an et demi. Ça tombe à l'eau. Puis là, son agent m'a contacté, puis j'ai tout de suite été intéressé. Mais c'est un livre pour vraiment plus tard, quand cet athlète-là va prendre sa retraite. Parce qu'il y a eu OK. beaucoup de demandes, puis c'est clair qu'il va y avoir un livre sur cet athlète-là. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, mais cet athlète-là, quand va arriver le moment de la retraite, après, c'est sûr qu'il y a un livre qui sort. Puis là, ce Ouais. livre-là, ben, il est déjà Il va être commencé de en prêt. parallèle. Il va En être tout de cas, prêt. les entrevues sont commencées. C'est bien le fun aussi. C'est deux athlètes complètement différents, dans des vies différentes, dans des sports différents, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça comble OK. vraiment bien mes temps libres. Excellent. Puis peut-être en terminant, là, est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Donc, Euh, c'est terminé, on ne le verra pas dans la Ligue américaine ouais, ni dans la NHL. il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes, énormément. Autant, c'est vous autres, là, les Ouais. lecteurs, la maison d'édition, puis les libraires. Puis si j'avais fait une suite, je l'aurais fait pour les mauvaises raisons. Comme Ouais. Lancé compte. Lancé compte, je trouve que Ouais. l'élastique a été Ouais, ils over l'ont étiré étiré. pas Là. mal. Là. Puis c'est correct, là, mais Ah ouais. moi, j'aurais pas voulu faire ça. Donc, Félix Riopel, tous les sujets que je voulais explorer, les thématiques que je voulais toucher, ça avait tout été fait. Puis je me disais, parce que ma maison d'édition, leur idée n'était pas mauvaise, de faire un hors-série, un roman plus épais, plus volumineux. Ouais. Tu sais, C'est la faute, c'est à peu près 55 000 mots. Tu sais, j'aurais pu me claquer un roman de 100 000 mots sur la carrière de Félix Riopel dans la LNH Ouais. ou la non-carrière, peu importe. Puis mon éditeur me disait, des jeunes qui ont commencé à atteler en secondaire 1 depuis les débuts de Félix Riopel, ils sont prêts maintenant à lire un roman plus gros de 450 pages, puis ils vont embarquer. Mais j'ai le feeling que je vous aurais trahi si j'avais fait ça. Que oui, je vous aurais fait un roman, mais la Ouais. motivation, elle n'aurait pas été aussi bonne. OK. Quand je suis arrivé à la fin, je n'ai pas fait comme bon, enfin, c'est fini. Puis j'ai pas fait comme Ouais. je suis triste, c'est terminé. C'était comme ce que j'avais à faire, je l'ai fait, c'est correct. Puis j'avais pas le projet des Pumas, là. J'ai juste arrêté. Juste arrêté d'écrire, puis c'était fini. J'avais rien sur la table. Puis je me disais, si je le fais, je vais faire exactement comme l'ancien compte. Puis en plus, un jeune qui arrive, qui est fougueux, qui est talentueux, qui a un sale caractère par moment, qui a des amis intenses autour de lui, bien, ça a déjà été fait. C'est Pierre Lambert quand il arrive dans le National à Québec. Tu sais. Ouais. Fait que ça avait déjà été fait. Fait que, j'avais pas le goût d'embarquer. Donc, il n'y en aura pas de suite parce que je n'aurais pas été honnête envers moi puis envers les lecteurs. J'avais OK. pas le goût. J'avais pas le goût de rebrasser les mêmes thèmes, mais de façon différente. Ouais. Ben, pas de problème, il faut s'écouter. Mais tu sais, en même temps, j'ai une grande chance. C'est qu'écrire, c'est un passe-temps pour moi. Il y en a Ouais. qui font de l'ébénisterie dans leur garage, qui arrondissent leur fin de mois avec ça. Moi, j'arrondis mes fins de mois, mais j'ai beaucoup de plaisir aussi. Ben oui. J'ai une paye RDS, je suis bien payé, fait que j'ai le loisir de décider qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Si j'avais été un auteur à temps plein, probablement que je l'aurais fait, la suite, Ah le ouais. hors-série, parce que ça aurait été très payant. Puis tu as des billes à payer dans la vie. Donc, je comprends en même temps les auteurs, des fois, qui prolongent un peu, parce que
donné, c'est ta paye. Fait que faut que tu rendes de l'argent. Là. Puis c'est un système capitaliste de celui dans lequel on vit. Mais moi, je suis chanceux. Je peux vraiment choisir. J'en ai refusé beaucoup de projets depuis 10 ans. Ouais. Parce que vu que ça a bien vendu mes livres, il y a des maisons d'édition. Puis c'est à peu près aux 6 mois là, qui m'approchent. Puis des fois, j'ai comme oh ouais, ça serait le fun. Mais non, non, parce que regarde, ça ne me stimule pas tant que ça. Donc, c'est une chance que j'ai d'avoir un job à RDS. Peut-être que plus tard, à la retraite, là, je pourrais écrire plus. Mais encore, il faut que ce soit dans le bonheur, il faut que ce soit dans le plaisir. Il ne faut pas que ce soit un job. Excellent. Sur C'est ces déjà belles un job. Oui, c'est ça. Parfait. Sur ces belles paroles, Luc Gélina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio ce matin. Ça m'a fait plaisir, Charles. C'est un vrai podcast professionnel. Félicitations pour un gars de 18 ans. Tu étais bien préparé. Une belle job. Je pense que tu as un bel avenir là-dedans. Je ne sais pas c'est quoi que toi tu veux faire dans la vie, là, mais le feeling, on va peut-être se recroiser un jour. On s'en reparle après avoir mis fin à l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne continuité à RDS et on va évidemment là, vous écouter vos différents reportages avec beaucoup de plaisir pendant la saison du Canadien qui va arriver. Eh bien, merci beaucoup, Charles. À bientôt. Bonne chance. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.